Donc bonjour à tous, bienvenue. Je vais vous donner quelques nouvelles du Salon de l'Agriculture. J'ai fait quelques allers-retours au Salon de l'Agriculture, croisé des journalistes, croisé différentes personnes. Alors, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, il n'a pas été possible de communiquer avec un micro à l'extérieur du salon. Sur les reportages, j'en ai eu un sur TF1 où je crois que j'en referai plus avec TF1. Ça m'arrivait déjà plein de fois. J'ai été complètement censuré sur TF1. Donc j'avais croisé des mouvements écologistes et animalistes. J'ai parlé 5-6 minutes, des points essentiels, et ça a été complètement, on a gardé juste une image. On avait fait des questions-réponses même avec le parti animaliste pour échanger. Je leur expliquais que l'élevage intensif, bien sûr que ça posait des problèmes et aux éleveurs et aux animaux et à la planète, et qu'on pouvait très bien consommer de la viande, mais de façon différente, en répartissant les animaux sur les territoires, et tout a été complètement, quand c'est pas du direct, ils gardent un morceau qui ne veut rien dire du tout. Voilà. Donc, sur les avancées du salon, on est jeudi soir, le salon est à peine terminé, mais on est jeudi soir. Il y a beaucoup d'informations, notamment l'année blanche. Il pourrait y avoir une année blanche. Alors moi, je tiens à vous mettre en garde, faut attendre les décrets d'application. Alors l'année blanche peut soulager les gens, ça ne répondra en rien aux problèmes agricoles. Bon. Alors je termine, je vais vous dire pourquoi. D'abord l'année blanche. Moi j'étais présent au ministère quand il y avait eu l'année blanche, c'était Manuel Valls, le Premier ministre, à l'époque. Que s'était-il passé? D'abord l'année blanche, faut lire entre les lignes. Ceux qui ont eu des prêts de consolidation dans les exploitations, il n'était pas compris dans l'année blanche. Ça rentrait pas dans le cadre d'application. Les emprunts sur le foncier pour acheter de la terre ne rentraient pas dans l'année blanche. Ensuite, l'année blanche, c'est quoi? C'est décaler les prêts d'une année en bout de tableau. Donc, sur le fond, ça fonctionne. Sauf que les intérêts, ils courent pendant l'année qui est décalée, où il n'y a pas de remboursement. Qui prend en charge les intérêts? Manuel Valls avait dit 1/3 les agriculteurs, 1/3 les banques, 1/3 l'État. Sauf que moi, j'étais présent à ces réunions-là à l'époque, c'est 2016, ça, quelque chose comme ça. Et les banques n'étaient pas d'accord. Les banques n'ont jamais voulu prendre le tiers. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a fait un grand discours, Manuel Valls, que j'appelle les effets d'annonce à 20h en disant « J'annonce une année blanche pour le monde agricole », ce qui peut très bien arriver là. Mais après, sur le terrain, dans les faits réels d'application, comme les banques n'étaient pas d'accord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand les gens, ils ont été voir leur banque pour instruire le dossier, ils ont tout simplement dit aux gens, il y avait des critères pour être éligible, ils ont dit aux gens, non, vous n'êtes pas éligible. C'est pas qu'il n'était pas éligible, c'est que les banques ne voulaient pas prendre leur tiers. Donc ils bottaient en touche. Donc attention aux effets d'annonce, c'est le propre des politiques, faire des grands discours. Malheureusement, les grands discours n'ont pas sauvé la France. Vous le savez aussi bien que moi. Donc, aujourd'hui, sur le salon, concrètement, il n'y a rien pour le revenu des agriculteurs. On n'a rien obtenu. C'est-à-dire que vous fassiez des canards, des cochons, des lapins, de la volaille, de la viande bovine, ce qui compte, c'est le revenu. Et sur le revenu, je regrette, il n'y a rien. Il y a quelques mesures qu'il va y avoir d'assouplissement, mais il n'y a rien. Il y a la FNSEA qu'on a profité pour taper sur Ecophyto, mais concrètement, moi je vous parle sur le revenu net des paysans, il n'y a rien, absolument rien. Et ça, je vous l'avais dit. Et pourquoi il n'y a rien? Il n'y a rien parce qu'il faut revoir le modèle. Et si on ne revoit pas le modèle agricole, on n'arrivera à rien. Et pour revoir le modèle, faut des prix adossés à des coûts de production par pays, par filière, avec gestion des volumes obligatoires. Comme le dit Xavier, gestion des volumes obligatoires. Sans quoi, on peut rien faire. Voilà. Et conserver notre souveraineté sur les territoires, consommer bien sûr français, ceux qui sont belges, ils consomment belge,
Et tout ce qu'est le commerce international, parce qu'il y aura toujours des échanges, tout à fait normal, il y a deux axes majeurs. Soit on reste comme ça et on met des taxes, hein, on a ce qu'on appelle la préférence communautaire, la préférence française pour nous, pour les produits avec le coût de production. Ce qui est échangé, on joue en les taxant, sinon on ne peut pas tenir notre agriculture, ou alors on fonctionne sur la base de la coopération entre les États, c'est-à-dire la charte de la Havane. Et là, on n'a pas besoin de faire de taxes, parce que c'est des échanges réciproques. Mais si on reste sur le libre-échange pur et dur, ça ne peut pas fonctionner. Et je suis stupéfait de voir sur les plateaux où les gens de la FNSEA, j'ai entendu encore dernièrement Christiane Lambert disant qu'il y avait un monde réel et un monde de rêveurs. Eh bien, elle ferait bien de se taire, parce qu'elle n'est pas rémunérée sur la base du produit intérieur brut mondialisé. Son indemnité, elle est bien franco-française. Et elle est 10 à 20 fois, si c'est pas 25 fois, le montant d'un prélèvement, d'un salaire d'un agriculteur mensuel. Donc elle prône le libre-échange, mais elle n'est pas payée au prix du Burundi, elle, avec la FNSEA. Ni les dirigeants de la FNSEA qui avaient été relevés, rappelez-vous l'autre année par Mediapart, les revenus autour de 11-12 000 euros mensuels de certains dirigeants FNSEA, pas exploitants, c'était des salariés, ça. Bon. Et il avait répondu, la FNSEA, que c'était des salaires tout à fait normaux par rapport à la qualification qu'ils avaient. Oui, en franco-français. On est d'accord que c'était en corrélation avec les revenus franco-français. Simplement, quand on accepte de couvrir ce schéma-là, on met pas les paysans en compétition contre des Indiens ou des Polonais. Ou alors, eux, faut qu'ils se payent au prix des Polonais et des Indiens. Mais on demande pas aux autres d'appliquer des règles qu'on n'est pas capable soi-même de s'appliquer. Donc, je vous le dis, il y aura rien. Je vous l'avais dit avant et j'en étais certain. Et l'avantage de mes vidéos, c'est que vous pouvez me suivre, vous pouvez me rappeler dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Malheureusement, je dis bien malheureusement, je me suis pas trompé et je vais pas me tromper. Alors, comme je vous l'avais dit, on remonte un réseau parallèle. Un certain nombre d'entre vous qui me suivez, consommateurs et exploitants, on remonte un réseau parallèle dans le but de reprendre notre facture. Parce que dans ce réseau parallèle, c'est nous qui ferons la facture. On est bien d'accord, hein? C'est nous qui ferons la facture. Ça sera ni Bigard, ni Lactalis, ni Sodial, ni LDC. Hein? Donc je vous retiendrai au courant par mail ou par SMS de cette situation. Dernière information, sur la journée de mardi, donc mis à part le coup de TF1 là où j'ai été complètement censuré, j'avais un débat que vous verrez sur Toxin avec Thierry Sénéclose, l'agriculteur de la Drôme qui a été très courageux de bloquer l'autoroute au pied de chez lui, agriculteur non syndiqué, et Éric Zemmour. Ce débat était prévu depuis déjà quelques semaines. Alors, je terminerai ma vidéo là-dessus. Le débat s'est très bien passé, mais vous allez voir où était le désaccord majeur. Le désaccord majeur avec Éric Zemmour, il est le même qu'avec les Républicains, il est le même qu'avec La République En Marche, il est le même qu'avec un certain nombre de grands partis qui ont défilé sur le salon et qui font croire qu'ils vont défendre les agriculteurs, mais qui veulent rester dans cette économie mondialisée de libre-échange. Et ça, c'est pas possible. C'est mentir aux gens, ça. Et c'était là notre point de désaccord. Alors, j'ai le programme de Éric Zemmour, puisqu'il était distribué au salon avec la photo de Marion Maréchal, 6 mesures d'urgence pour défendre l'exception agricole. Alors, vous verrez dans la vidéo sur Toxin, on n'a pas eu le temps de débattre de tout. C'est normal, c'est toujours un peu court. Mais je vais reprendre ces 6 propositions, elles sont très courtes. La préférence nationale pour l'achat de produits agricoles français dans la commande publique. Alors, je lui ai répondu, j'ai eu le temps d'en parler ça, que j'étais d'accord, sauf que ce n'est pas parce que nous allons réserver les commandes publiques aux produits agricoles, je lui ai bien précisé, et ça j'ai vu, qui passait à côté du sujet, que c'est pas pour ça qu'on était rémunéré. À un moment donné, il m'a coupé, il m'a dit,
Quand on exporte des yaourts ou de la viande, on a quand même des marchés à l'exportation. C'est une puissance pour la France. Je lui ai dit non. Oui et non. Des fois, oui. Le vin, oui. Quand c'est des produits à haute valeur ajoutée, que ça rémunère les producteurs, oui. Mais quand c'est de la viande bovine ou des cochons, non. Je réponds non. Parce que l'agriculteur, il n'est pas rémunéré. Moi, je défends la rémunération des agriculteurs. Je regarde pas les balances commerciales, moi. Je regarde le revenu des agriculteurs. C'est pas la même chose. Donc ça, suspension immédiate des traités de libre-échange avec les pays qui ne respectent pas les mêmes règles. Alors ça, je lui ai expliqué que l'histoire des normes, ils ont enfumé le salon depuis le début avec les normes. Je l'ai dit et je le répète, les normes, bien sûr que tout le monde veut rouler à la même vitesse. Sur la route, on a un code de la route en France. Il est évident que qu'on soit à Pau ou à Lille, il faut le même code de la route. Donc en Europe, on est bien d'accord qu'il faut les mêmes règles. Mais ça, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Sur la vache allaitante, sur le mouton, j'y ai pris 2 exemples. C'est pas une histoire de normes. Et les gars, ils crèvent dans les fermes. Sur le lapin, pareil. Non, c'est un faux problème, les normes. C'est pour détourner le cœur du sujet, qui est des prix à hauteur des coûts de production avec la gestion des volumes. Notre prix, Thierry Sénéclose lui a très bien montré à la fin de notre débat, il a amené des factures. On est complètement déconnecté du reste de la société. On vend nos produits le même prix qu'il y a 50 ans. Donc ça, qu'il n'y a pas besoin de faire d'études pour comprendre ça. On tourne à 2-3 euros de l'heure. Les garagistes, qui sont les moins chers, tournent à 60 euros de l'heure. Ensuite, on a des gens en comptabilité ou des avocats ou autres qui tournent de 100 à 250 euros de l'heure. Et nous, on tourne à 2-3 euros de l'heure. Il n'y a pas besoin de faire d'études pour comprendre ça. J'ai expliqué l'histoire du produit intérieur brut territorialisé et mondialisé. C'est là qu'on avait un désaccord. Et il n'était pas d'accord avec moi. Sauf que moi, j'ai repris les chiffres, les croisées de données, des données économiques de la Cour des comptes et de l'INSEE. Il y a 850 milliards d'euros sur 2400, 2500 milliards suivant les années, en corrigé de l'inflation, bien entendu, pour savoir de quoi on parle. Je lui ai dit, et bien précisé, Éric Zemmour, que cette partie-là, les 850 milliards d'euros, était mise à la concurrence mondialisée. C'est qui? C'est les agriculteurs, c'est le textile, on fabrique plus de masques, plus de vaccins, tout ça, c'est parti en Chine ou en Asie du Sud-Est, toute cette région-là, par la théorie de Ricardo, du moins-disant social. Et ça, il veut pas le reconnaître. Ça, il ne veut pas le reconnaître. Et notre point de désaccord, il est là. C'est le libre-échange qui nous détruit. C'est les prix qui nous détruisent. C'est pas les normes. C'est les prix. C'est la rentabilité. Alors donc, suspension immédiate des traités de libre-échange. S'il y a pas, non, là je lui ai expliqué que même si on avait les mêmes normes, ça changeait rien. Suppression des droits de donation et de succession pour faciliter la transmission familiale des exploitations agricoles. Alors là, je suis d'accord avec lui. C'est des capitaux lourds et lents qui rapportent pas. Les capitaux, voire, ils perdent de l'argent. C'est-à-dire qu'on a des valeurs soi-disant patrimoniales, essayez de les vendre, vous allez voir, un corps de ferme, ça vaut rien. Donc dans le meilleur des cas, ça rapporte 0 ou 1%. Donc ça, les droits de succession, je suis d'accord avec lui. L'arrêt des interdictions des produits phytosanitaires. Bon, mais ça, les produits phytosanitaires, si on trouve pas de solution alternative, là, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais si on avait mis autant de milliards dans la recherche pour sortir des produits phyto qu'on en a mis pour soutenir ces multinationales comme Bayer, il y a longtemps qu'on en serait sorti. C'est une question d'argent, point barre. On a des solutions. Simplement, quand d'un côté on met 100 milliards pour garder les phytos et que de l'autre côté on met 1 milliard, bah c'est sûr que la recherche avec 1 milliard, elle avance pas vite. Le blocage de toutes les nouvelles taxes ou contraintes. Bon, ça, c'est pareil. GNR et tout ça, ça représente rien. Fin de la surtransposition des normes avec Bruxelles. On dit la même chose. On reparle des normes, mais on ne parle jamais, je dis bien jamais, le cœur du sujet. Le cœur du sujet, vous pouvez tourner ça dans tous les sens, les gars. Il faut revoir le modèle. Il faut des marges. Alors les marges, ça comprend des prix adossés à un coût de production. Mais quand je dis revoir le modèle, c'est revoir le modèle franco-français aussi. J'en ai parlé à un moment donné, vous verrez sur Toxa. On est imposé sur un bénéfice agricole qui est un bénéfice d'entreprise, qui n'est pas notre salaire
Notre salaire, c'est nos prélèvements privés. Ça, c'est une réforme fiscale française. Ça, c'est indispensable. Et puis après, il faut toucher à la répartition de la valeur ajoutée, de l'agroalimentaire, de la grande distribution et de l'ensemble de nos partenaires. Quand je dis l'ensemble de nos partenaires, je peux prendre quelques exemples. Les fabricants de matériel. Regardez les bénéfices des firmes de matériel. John Deere, Massey, etc. C'est ça, revoir le modèle. Est-ce qu'aujourd'hui, un tracteur, il a pris 20 ou 30%, hein? Est-ce que ça, on laisse ça en l'état? Mais non, c'est pas possible. Retoiletter le modèle, c'est ça. En plus, dans nos partenaires, il y avait un modèle qui avait été développé. Il est resté le même sur la base des années 60-80. On nous a demandé toujours de produire plus, des gains de productivité. Mais il y a des acteurs dans notre filière qui n'ont plus d'utilité, qui ne produisent pas de richesse, qui créent pas de richesse. Ils créent des contrôles, de la paperasserie. Ça doit être revu. Il y a des activités des entreprises qui n'ont plus lieu d'exister dans la filière agricole. Ils pèsent sur la filière agricole et ils ne rapportent rien. Donc quand je dis revoir le modèle, c'est le revoir totalement. Et vous verrez que si on le revoit totalement, on va les trouver. Les 2,50 € du kilo qui manquent en viande bovine, parce que c'est bien ça qui manque, et je suis très gentil. Une bête qui est vendue 5 €, il faudrait qu'elle soit vendue 7,50 € du kilo de carcasse. C'est de ça que je parle. Les moutons avant rémunération, on est à 13-14 kilos du kilo de carcasse, l'agneau, avant rémunération. Vous voyez, hein? C'est de ça qu'on parle. Et pour arriver à trouver cet argent-là, les gens disent c'est impossible, le panier de la ménagère va augmenter. Pas du tout. Pas du tout. Si on revoit le modèle, si on encadre les marges de l'agroalimentaire, pas du tout. J'ai expliqué que dans ce débat, dans plusieurs débats, journalistes que j'ai croisés, l'équivalent du salaire médian est payé par chaque Français, chaque année, par 53 millions d'adultes, sans compter l'impact sur la santé, parce que la nourriture, c'est la santé. Donc, pas du tout. Il est hyper subventionné, notre système. Quand les gens montent des bâtiments, aujourd'hui, ils sont subventionnés. On n'est même pas capable de financer nos bâtiments. C'est pas d'aujourd'hui, ça. Il y a des aides. Donc, c'est pas vrai que si on revoit le modèle, ça coûtera plus cher. Ce n'est pas vrai du tout. Simplement, des gens arrêteront de s'engraisser sur la bête, bien sûr. Il y en a qui vont plus se payer une piscine tous les 2 ans, ça on est d'accord, hein. Et puis surtout, les spéculateurs, les gens qui spéculent sur le modèle économique. Ceux-là, bien sûr, ça va pas aller en leur faveur. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur un point que je fais sur le salon. J'en referai un en fin de semaine. Après, vous avez vu les politiques qui se baladent sur les stands. Moi, je vous dirais qu'il y en a qui ont pas honte. Je pense à ceux qui ont été au gouvernement. Gauche plurielle et républicain. Je parle des partis de gouvernement. Ceux qui ont été au gouvernement. Bien sûr, l'équipe Macron. Mais moi, je veux parler de Xavier Bertrand, les Républicains, Éric Ciotti, les gens du Parti Socialiste qui ont été au pouvoir. Je parle de ceux qui ont été au pouvoir. Ils n'ont pas honte d'aller voir les briques de lait, de boire un coup et tout, et de fêter en grande pompe le salon de l'agriculture. Ils sont responsables de la situation. Certes, avec l'Europe, hein, attention, avec l'Union européenne, avec la Commission européenne, a beaucoup de responsabilités, mais nos hommes politiques aussi sont responsables. Donc ils nous ont mis dans cette situation-là, hein, et ils viennent sur les stands faire les beaux et critiquer Emmanuel Macron. Sauf que eux, quand il était au pouvoir, ils ont conduit la même politique qu'Emmanuel Macron. Et je terminerai là-dessus, les traités de libre-échange, la gauche plurielle, comme les Républicains actuellement, les 2 partis de gouvernement qui ont exercé, à part la République en marche, ils ont toujours été pour les traités de libre-échange. Reprenez les arrêtés, reprenez les décisions de l'Assemblée nationale, du Sénat, idem pour la FNSEA. Ils sont pour le libre-échange. Ils ont toujours été pour le libre-échange. Donc c'est l'échec du libre-échange non régulé, il n'y a pas de panneau de signalisation, on peut rouler à 340 sur l'autoroute,
Hein, voilà. Donc celui qui roule à 340, ben, il double tous les autres. Hein. C'est ça, le libre-échange. C'est la mort du monde agricole. Vous le savez très bien. Comme on a tué l'industrie, on est en train de tuer l'agriculture. Et l'enjeu derrière, on a perdu l'autonomie pour la plupart, je parle toujours en moyenne, hein, pour la plupart d'entre nous, on a perdu l'autonomie. Notre matériel agricole n'est plus à nous, il est en coopérative avec des voisins. Les bâtiments maintenant, ils sont faits par des sociétés avec des panneaux photovoltaïques parce que les gens n'ont plus les moyens de construire leurs bâtiments. C'est très répandu. Les cheptels, il y en a qui ont des cheptels en location. Hein, et là, on va arriver au dernier carré, c'est le foncier. Le foncier, il va aller à des multinationales, en passant par relais d'ailleurs, par la SAFER, qui la SAFER vendra à ces multinationales pour se faire beaucoup d'argent. Donc le dernier carré qui reste aux paysans, c'est la terre. Mais avec l'appauvrissement avec lequel on est en train de subir, eh ben vous allez voir que des Bill Gates, il va en arriver en France. Pas qu'en France, hein, en Europe. C'est ce qui s'est passé en Ukraine d'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Américains qui sont à la manœuvre en Ukraine, ils ont la main sur une partie du foncier et ils ont placé leur multinationale, le groupe Dupont et John Deere. Voilà. Voilà ce qui se passe. C'est la financiarisation de l'agriculture. Deux grands perdants, bien sûr la paysannerie, mais n'oubliez jamais le consommateur. Car vous, consommateurs, la nourriture, c'est la santé. Donc, je vous tiendrai au courant dans les semaines à venir du réseau parallèle qui se monte où j'ai bien dit, l'agriculteur reprend sa facture. Certes, ça ne sera pas des gros volumes au départ, mais soyons bien clairs, l'agriculteur reprend sa facture. Ce n'est pas Sodial, la coopérative, ce n'est pas Lactalis, ce n'est pas Bigard qui fera la facture, ni les intégrateurs de veaux, Vendry et Denkavit qui feront la facture, parce que je vous rappelle que l'agriculteur ne fait pas sa facture, mais là, comme dans la branche viticole pour certains viticulteurs, nous reprendrons notre facture. Et qui dit, j'espère que vous l'avez compris, qui dit reprise de facture dit gestion des volumes. Parce que si on arrivait à étendre ça, quand vous avez la facture, en même temps que la facture, vous gérez les volumes. Parce que sur une facture, forcément, il y a un prix avec une quantité. Donc c'est très important. Très, très important. Je vous dis merci de tous vos soutiens et à bientôt.